Bonjour, je vous dis la traditionnelle bienvenue à l'université Oufoutisme. Aujourd'hui, nous allons partager sur Oufoué et la paix. Ça me donnera l'occasion de parler des oufoutistes qui est la chose la paix. Parfois, par oufoutisme, j'entendrai le PDCI et le EDR et le RHDP. De quoi il s'agit? Il s'agit de la paix, bien évidemment, puisque le nom de Fouboyine rime toujours avec la paix. Et en tant que chercheur sur la chose de la paix, je me retrouve à me poser des interrogations. Et cette interrogation se veut aussi l'expression du constat de la population ivoirienne, des Ivoiriens. Et c'est un regard sur la difficulté même de la paix. Alors, bon, un petit brin d'histoire, juste un tout petit peu. Ce que l'on sait, nous qui sommes nous qui sommes de la population, c'est d'avoir vu partir des gens depuis l'intérieur du PDCI pour se constituer en disant un parti politique. Il a été question de la chose du multipartisme et la rupture, disons le consensus, on va dire ça comme ça, a été rompu et chacun a pris sa direction. Le résultat, on s'est retrouvé avec la constitution de partis politiques différents. Mais je vais dire que Fouboyine, qui est le père de notre nation, bon, on le dit dans la pensée populaire, on dira que c'est de Fouboyine que tout est parti, puisque à l'origine, c'est toutes ces personnes-là. Sont partis du parti unique, sont partis du PDCI. Alors, si aujourd'hui, je suis obligé de m'introduire sur la paix, c'est que je ne peux pas le faire sans ce constat. Effectivement, nous sommes en difficulté quant à la compréhension de la chose de la paix. Fouboyine a cru résoudre le problème et en fondant une chose, en créant une structure de recherche de la paix, en laissant, je vais dire, l'héritage de la paix. Finalement, quand on vit des difficultés en société, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est devenu cette paix-là. On regarde et nos regards se remplissent d'interrogations. Moi, le constat que je fais, et que je sais que ce conseil va être partagé par bon nombre d'entre nous, est de réaliser que aujourd'hui, le PDCI et le EDR, le RHDP sont des grands partis, et leur importance dans la population ivoirienne n'est plus à démontrer. On ne peut pas le mettre en question. Donc si on s'interroge sur la paix, on ne peut que s'interroger. Cette interrogation nous envoie nécessairement au PDCI et au EDR. Alors, comment comprendre alors la difficulté de la chose de la paix si l'on sait que en réalité le EDR et le PDCI sont issus de la même famille en fait, et ils portent tous, et ce qui est intéressant, ils portent tous le même nom. Alors cette interrogation sur la paix, elle ne pourrait pas se faire sans quand même reconnaître que ce sont des personnes qui ont vécu ensemble. Ceux qui font le PDC et le EDR, ce sont des gens qui ont vécu ensemble. Ce sont des gens qui réclament tous une bonne connaissance de la personne de Fouboyine. Certainement, les uns se réclament ses fils. Et finalement, nous qui sommes dans la population, on se retrouve dans une bagarre des fils de Fouy, les oufoutistes. Alors, il y a problème parce que
Et au nom de ces problèmes, moi, il y a quelque chose que je comprends, disons, de façon à ne plus comprendre. Comment se fait-il que des fils en arrivent à cet état de choses? Le discours que l'on tient au peuple, bon, personne n'est dupe. On écoute ces discours avec quand même beaucoup de recul en fait. Parce que pour dire quelque part que on ne peut pas voir des gens en train de se battre et puis en arriver à croire vraiment avec beaucoup de conviction à ce qu'ils nous disent et à ce que l'on entend. Le seul constat que nous faisons auquel on ne peut pas se tromper, c'est de relater, de montrer que effectivement l'environnement n'est pas, disons l'environnement qui est l'environnement de paix, bon, ne traduit pas le sens réel ne traduit pas dans notre vécu ce que l'on aurait souhaité que la paix soit. Alors, quand on a vu Houphouët-Boigny mener un combat d'indépendance, proclamer la paix, se battre toute sa vie pour sa paix, aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt ceux qui ont connu, mais ce qui est curieux, même au devant de l'histoire, on ne peut pas leur refuser de dire que ils ont connu le feu. On ne peut pas. Parce que nous avons des traces, nous avons des preuves, nous avons. Certains ont mangé avec lui, certains ont été élevés par lui, il les a couverts, il les a protégés, il a travaillé. Mais on aurait pensé que ce sont ces personnes-là, pour avoir vu et côtoyé Houphouët-Boigny, qui devaient être vraiment ses premiers témoins. Mais force est de constater que ce qui finalement, disons, l'argument qu'on ne peut pas enlever, qui pèse lourd dans la compréhension que nous avons des choses, c'est la raison d'État, la raison du pouvoir d'État. La nécessité de conquête, disons, du pouvoir d'État, c'est de venir aux affaires et diriger la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est sur ce point-là qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, parce que du moment où on légitime en fait la quête du pouvoir, bon, ce que l'on veut comme exigence de la quête du pouvoir, disons, ne remplit pas, ne nous permet pas de parler de la paix comme il se doit. Du coup, le témoignage que nous devons faire, il est effacé par la nécessité du pouvoir de la quête. Voilà peut-être une des raisons pour lesquelles on retrouve à observer des comportements, à observer des paroles, à observer des façons de faire des uns des autres. On arrive façon à se poser la question et se demander est-ce que nous allons nous en sortir. Alors, si la connaissance de Houphouët-Boigny finalement doit créer tous ces problèmes-là, si le fait de dire qu'on connaît Houphouët finalement nous permet d'arriver à ce état de choses, alors nous sommes obligés de nous poser la question que valent en réalité ces connaissances que nous prétendons avoir. Parce que nous autres qui arrivons, qui participons de loin, observer de loin, et qui n'avons pas pour nous des faits historiques par lesquels on peut attester avoir connu Houphouët-Boigny, on ne peut que se remplir d'interrogations sur le sens réel de la connaissance. Ces connaissances que l'on présente comme connaissances de foi ne sont-elles pas vaines? Pour reprendre la même pensée de Fouille, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors que vaut une connaissance si finalement, au sortir de l'expression qu'on fait de cette connaissance-là, la paix devient plus question auquel on ne trouve plus de réponse. Alors qu'on a tout vu, on a tout compris la paix comme étant solution aux difficultés. Aujourd'hui, la paix devient même la difficulté. Alors moi, en tant que chercheur qui soit à la recherche des mots de la paix, je n'arrive à dire à comprendre que, en tant que chercheur, que la compréhension scientifique de la paix, c'est-à-dire que la compréhension scientifique, à cause scientifique, parce que à cause de la rigueur avec laquelle la science agit, apprend les choses,
cette connaissance scientifique de la paix ne se voit pas, ne se comprend pas. C'est-à-dire cette connaissance de la paix, quand elle sort du domaine de la science, en fait, du domaine de la science, elle devient difficile à appréhender. Et le milieu politique que nous offrent nos politiciens suffit et nous permet de la tester. On peut croire à un raisonnement scientifique, et puis dans le vécu, bon, ceux qui ne parlent pas de science quand ils parlent de paix, ne se font pas le reflet de cette connaissance scientifique-là, puisque chacun y va de sa façon de voir, sans chercher à y apporter véritablement une connaissance raisonnée, une connaissance objective, une connaissance qu'on peut partager. On prend le fait historique, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu avec le Houphouët-Boigny, bu avec lui, avoir été envoyé, avoir été vraiment l'avoir côtoyé. On prend cette preuve-là en fait, et tout se passe comme si cette preuve-là est cessé d'être une preuve, puisque finalement, on se rend compte qu'on devient soi-même plus un problème parce qu'on n'arrive plus à véhiculer la chose de la paix. Bon, faut-il s'en étonner? On aurait été véritablement des héritiers de la paix si on voyait le pouvoir d'État comme un moyen d'expression de la chose de la paix. Maintenant, on a le sentiment que on a besoin du pouvoir on a besoin du pouvoir d'État, mais que le moyen de parvenir est de proclamer et de faire certaines affirmations de la chose de la paix, sans que l'on laisse constater, sans que l'on laisse la chose de la paix soit véritablement au rendez-vous en fait. Donc il y a comme un déphasage entre les propos sur la paix, l'intention de la paix, et la réalité de fait. Mais donc, ça m'oblige à, quelque part, à faire, disons, une différence entre ce que j'appelle une compréhension scientifique de la paix et disons, un constat que l'on fait de ce que l'on dit de la paix et de la façon dont on le vit, en fait. Donc, il y a une certaine rupture. Alors, quelquefois, je me demande qu'est-ce que les Houphouëtistes ont fait de la recherche de la paix que Houphouët-Boigny a instituée. Il y a un institut de recherche de la paix. Est-ce que ils ont, bon, n'ont-ils pas trouvé des raisons de croire en la paix? Parce que finalement, quand vous prenez les protagonistes dans ce débat de paix, de tous ceux qui les Houphouëtistes, je préfère dire que réaliser ce constat que ce sont des gens qui, même tiennent son parti, tout se passe comme ce sont des gens qui n'ont pas su se quitter. C'est légitime de vouloir créer son parti, c'est légitime de courir à la conquête, d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Mais si on est héritier, la paix doit être, disons, on doit montrer qu'on a, effectivement, si on pense avoir une connaissance de la paix, on doit pouvoir mettre en exergue cette connaissance de la paix là. Donc, le combat que l'on fait, finalement, ne peut pas se faire sans être un combat de la paix. Donc, le pouvoir d'État, cela est incrusté dans la chose de la paix. De sorte que c'est la paix qui permet d'arriver au pouvoir d'État et de l'exercer tranquillement dans la paix. Parce que, on a beau dire ainsi, on ne parvient pas à un pouvoir d'État, on ne conquiert pas un pouvoir d'État dans la paix. Rien qu'à cause de la façon dont on a obtenu le pouvoir, il n'y a pas de magie. L'histoire va nous rattraper et on aura du mal en fait. Parce que le besoin que nous avons, disons, la réponse de l'histoire nous fera défaut. La réponse possible de l'histoire nous fera défaut, va nous manquer. Parce qu'à chaque fois que nous allons parler, on se verra comme renvoyé, disons, interrogé et remis en question par notre propre histoire. Bon, ce raisonnement permet de comprendre que, bon, tous les chemins, la paix ne peut pas justifier tous les chemins que l'on prend pour essayer de réaliser la paix. Il faut avoir que la paix commence par initier le combat que l'on fait, c'est-à-dire que c'est pas la guerre à la fin qui doit être initiée sous le prétexte parce que l'on veut la paix.
Parce que l'histoire de la paix, de la guerre, va toujours nous rattraper lorsque viendra le moment, nous arrivera pour nous le moment de chercher à affirmer la réalité de la paix. Notre affirmation sera obscurcie par un pan de l'histoire, en fait. C'est pour cela que le scientifique que je suis, le chercheur que je suis, peut dire alors que la paix, pour que nous puissions avancer, la paix doit nécessairement et est nécessairement quelque chose d'autre, quelque chose de plus que notre propre affirmation. Parce que la paix va chercher à s'imposer au départ de toute action, au départ de toute compréhension. Je peux même dire que, en fait, la paix, c'est la paix elle-même, parce qu'elle est vivante, et parce qu'elle se fait une vie, elle sourit sur les démarches, tout ce qui est nécessaire pour sa propre affirmation, en fait. Donc, à partir de là, je veux dire que ce qu'il faut à l'homme de faire, c'est de regarder la paix et laisser la paix l'instruire. Et non de partir à la recherche d'une paix dont il n'a pas la maîtrise. Vous savez, prenez le mot, les valeurs comme celle de la justice. La justice, quand vous prenez le mot justice, ce mot, je veux dire que cette valeur, elle est complète. Mais toutes les pensées que nous avons, les façons de voir la justice et de la saisir, ne sont que d'exprimer que la volonté que l'on a à atteindre la valeur en tant que telle dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on approche en réalité par petites touches. Nos approches ne sont qu'une démarche pour atteindre le sens entier, c'est-à-dire la valeur entière du mot. Le mot, la valeur dans son entièreté, en fait. Ce qui fait que dire que je veux la paix, le sens que j'ai de la paix, ne sont que des approches répétées et successives pour arriver à la chose de la paix. Ça veut dire qu'on ne commence pas par comprendre de façon intégrale, totale la chose de la paix, mais que l'on travaille, c'est comme un enfant qui grandit, nos consciences se développent et elle se fait de plus en plus grande pour approcher la grandeur même de la valeur de la paix. Alors, je pense que finalement, cela peut servir d'explication à un fait historique. Par exemple, quand je parle de la connaissance dont se nourrissent ceux qui ont vécu et grandi avec le fruit, ceux qui se réclament ses enfants, ceux dont on peut apporter la preuve historique de ce qu'ils disent, c'est-à-dire on sait qu'ils ont effectivement vécu ensemble, et réaliser par une façon que le vécu d'ensemble ne peut pas se faire sans la réalité que j'ai vu décrire, c'est-à-dire sans être cette approche-là, c'est-à-dire en réalité successive, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à la fin, c'est-à-dire à la fin c'est d'être avec le Fubani, mais vous allez reprendre le chemin du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous allez grandir dans votre conscience. Vous allez grandir dans votre conscience jusqu'à ce que rende efficient le fait d'avoir vécu avec lui. Et ça veut finalement qui traduit le fait de le connaître. Donc votre connaissance, elle devra grandir, bien que vous avez grandi, manger avec lui, et votre connaissance, elle devrait grandir. Parce que si ce processus n'est pas observé et relaté, c'est-à-dire si elle n'est pas mise en exergue, on prendra sa situation le fait d'avoir vécu, c'est-à-dire le fait historique qui nous dit qu'on a vécu avec lui, qu'on le connaît, pour une réalité absolue, c'est-à-dire pour la fin d'une vérité, c'est-à-dire la finalité d'une vérité. Et on ne voudra plus, on ne devient plus capable de dépassement en fait. On s'est dit non, nous sommes arrivés, nous sommes l'aboutissement d'une connaissance de Fubani, parce que après nous avons mangé et bu avec lui, nous le connaissons. Or, notre démarche même impose à la conscience des hommes qui nous entourent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent toujours de l'insuffisance dans les approches qui sont faites des choses. Et le vécu est là, et ça ne pardonne pas, parce que finalement, on finit par s'interroger sur la réalité de votre affirmation, sur la réalité de votre connaissance. Mais ces interrogations sont freinées
vient rencontrer la difficulté du fait historique. Parce que puisqu'on aura besoin de faire pour étayer ce que l'on dit, l'histoire va nous dire quelque chose, par exemple, vous étiez présent, donc vous le connaissez, mais dans les faits, dans l'actualisation de cette connaissance-là, on a des problèmes dans l'actualisation de l'histoire. Et on a le sentiment qu'il y a une certaine rupture, parce qu'on ne peut pas attester on a du mal en fait à justifier une certaine actualisation de cette notion de paix. Alors, être un héritier, je vais pouvoir vous dire, a quand même des exigences qu'on doit pouvoir observer. Alors, même si le fait historique nous désigne comme héritier, alors si on ne fait pas attention, le même fait historique devient l'élément par lequel on est condamné. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est supposé qu'on ne faut pas pour avoir dû manger, pour avoir été élevé, disons, protégé, pour avoir reçu ces enseignements, et puis à la fin, tout se passe comme si on avait du mal à retenir ce que l'on exprime comme héritage, ce que l'on manifeste comme héritage à la chose de la paix. Finalement, on en arrive quand on est dans la population à ne plus croire, finalement, et on ne sait plus quel sens. Parce que si on ne peut pas s'appuyer sur l'héritier pour justifier une connaissance, alors où est-ce que nous allons aller apprendre les éléments justificatifs de ce à quoi nous devons penser? Alors, la pensée scientifique, certainement qu'elle va montrer son intérêt, mais la difficulté qu'elle va créer, c'est que vous ne pouvez pas, il est difficile de trouver l'élément historique en partant de la science, puisque, voilà, ceux qu'on a vus auprès de lui ne sont pas des scientifiques en fait. Ils ont vécu, comme tout bon enfant, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais la chose de la rigueur de la pensée, la chose de la rigueur même de la vérité va nous rattraper. Pour que nous puissions dire que même si on puisse se rendre compte que nous puissions réaliser que même si on a bu manger avec lui, même si on croit comprendre, avoir compris les choses, à partir du moment où des difficultés s'élèvent, que finalement ce sont des interrogations qui ne permettent plus la saisie de la paix, alors il y a quelque chose qu'il y a à faire. Moi j'ai dit une chose, j'ai dit que Houphouët-Boigny pose des problèmes, c'est-à-dire que sa compréhension quand même soulève certaines questions. Parce que la connaissance de Houphouët-Boigny va exiger ce que j'ai appelé certaines bases de connaissances. Donc j'ai dit que dès l'instant où Houphouët-Boigny introduit la chose de la foi, dès qu'il fait l'affirmation de la foi et qu'il appelle Dieu à être le juge de sa conscience et de son existence, mais la vérité est là qu'à partir du moment où la chose de foi est prononcée, qu'il a laissé bien apparaître l'allusion qu'il faisait au Dieu dont on a la connaissance, je veux pouvoir dire que, de façon scientifique, démontrer que vous ne pouvez pas prétendre avoir compris tout sur ce qui le concerne. Parce que l'appel au jugement de Dieu auquel il se réfère, pour nous rassurer en fait dans son rapport des choses, ce Dieu-là quand même, il a pour lui la rigueur de sa pensée, il a pour lui une compréhension donnée de sa propre vérité. Il a pour lui un regard qu'il porte sur Houphouët-Boigny, qui peut aller même au-delà du regard que Houphouët-Boigny porte sur lui. Ce qui fait que, en partant de la base de connaissances historiques que nous avons, on se retrouve par moments comme dépassé. Parce qu'il n'est pas difficile de démontrer que Houphouët-Boigny ne pouvait pas savoir sur lui-même. Il ne pouvait pas, il a finalement essayé, parce que finalement, la rigueur scientifique veut que nous donne le moyen de comprendre qu'il a fait l'effort d'exprimer, je veux dire, le minimum de choses qu'il pouvait exprimer. Mais qu'il n'a pas forcément tout compris, il n'a pas forcément tout dit. Donc, on est obligé de faire recours au Dieu auquel il a fait appel. Quel est le jugement que Dieu rend finalement de son existence, puisqu'il a appelé Dieu à être juge de sa conscience? Quelle est la vérité de Dieu
de ce Dieu qui l'envoie. Parce que finalement, la vie du fouet, son existence devient perçue comme quelqu'un qu'on envoie en mission pour un peuple en fait. Parce que l'importance de la question qu'il est venu traiter et soulever ne laisse pas d'autre alternative que de le comprendre de cette façon. Donc si on parle de Dieu, alors on justifie le concept d'une vocation que Fouet-Boigny a mené par son existence. Parce que le mot indépendance, le mot indépendance que Fouet-Boigny, par sa vie et par son existence, démontre qu'il a apporté la réponse aux besoins de l'indépendance. On voyait que, finalement, comme c'est une réponse pour un peuple, le vécu d'un peuple, et du moment où sa tête-là a une incidence indélébile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer pour ce peuple, et dans ce peuple, je veux dire, alors ces interrogations deviennent légitimes. On est obligé de recourir à Dieu. On est obligé de recourir à Dieu. Et c'est ce besoin de ce recours à Dieu qui va fonder la notion, le concept même de la théologie de l'foutisme, dans lequel je travaille de façon à illustrer, pour apporter finalement une richesse, une démarche scientifique à cette approche-là, pour que nous puissions sentir les bénéfices du regard de Dieu sur tout ça. L'expression, le sens, je veux dire, du point de vue de Dieu, du vécu du fouet. C'est ce qui va faire que, c'est ce qui va permettre, parce que du Dieu dont on parle comme étant un Dieu de vérité, on parle de ce Dieu-là, on l'a toujours regardé comme étant un Dieu de paix. Donc, en regardant Dieu comme un Dieu de paix, on ne peut pas se voir imposer de comprendre que Fouet-Boigny n'a pas créé la paix, mais qu'il a pris ça quelque part. Donc, ça va obliger le chercheur que je suis à rechercher le lien entre l'affirmation que, c'est-à-dire le lien entre l'affirmation que Fouet fait de la paix et la destruction que Dieu fait d'être lui-même un Dieu de paix. Donc, je me rends compte qu'il y a deux personnes, il y a en présence deux notions de paix qu'il faudra apprendre à comprendre et puis voir les incidences des uns sur l'autre. Comme ça, si quand Fouet-Boigny dit que j'appelle Dieu à être juge de ma conscience, en présentant Dieu comme juge de ma conscience, on comprend que, on réalise qu'il savait ce qu'il disait. Parce que la basilique qu'il va construire après, il va faire comprendre la basilique comme étant déjà l'expression de la conscience qu'il avait du livre, du soutien que Dieu lui a toujours apporté. Donc il va dire à Dieu, ce sont ses propos, je t'offrirai, je ferai pour toi vraiment, je t'offrirai cette basilique-là comme l'expression de ma foi, l'expression de ce que... Donc la basilique, pour Fouet-Boigny, l'expression du soutien, c'est-à-dire que la reconnaissance du soutien que Dieu lui a apporté. Il va dire que Dieu m'a toujours aidé, Dieu m'a soutenu en fait. Alors le théologien que je suis, ici à l'université au Fouet de Richesse en fait, alors se comprend. Donc il y a comme une nécessité de la théologie en fait, pour la chose de l'foutisme en fait. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer. Je parle alors de la théologie de l'foutisme. Parce que nous ne pouvons pas laisser, et je crois que certainement que c'est l'une des difficultés, laisser le sens de Fouet-Boigny, le sens de l'existence de Fouet-Boigny de la main de l'homme politique. On ne peut pas, parce que Fouet, il a d'abord été habité par le besoin d'une paix pour en arriver à la chose politique. L'histoire nous le dit, quand on écoute l'histoire du PDCI, on le dit, tout est parti d'une revendication agricole pour la mise en valeur de la valorisation de son travail. Et c'est aussi méfaisant que la chose, l'intuition de la politique est venue, a été faite. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer par regarder la chose politique pour en arriver à la chose de la paix. Non, il faut partir dans le sens en fait. Essayer de regarder comment il faut faire pour en arriver. Voilà.
Donc, la politique, je veux dire, est venue comme un moyen d'expression. Mais au départ, bon, on parle de revendication et la réponse de la paix vient de la réussite qu'on a dans la quête que l'on fait de l'indépendance, en fait. Parce que c'est ce que veut dire l'indépendance. Liberté d'expression, liberté d'être. Liberté d'expression et liberté d'être, ce sont les significations du mot paix. Parce que tant que vous n'avez pas la liberté d'être et la liberté de l'expression, vous ne pouvez pas être en paix. Vous ne pouvez pas, en fait. Donc, la chose de la liberté, elle n'est plus à concevoir hors de la paix. C'est une fait que la liberté ne peut plus avoir un autre sens que celui que le sens que la paix lui impose d'être. Alors, c'est quoi je dis qu'on ne peut pas laisser la chose dans la main des politiques. On ne peut pas le laisser. Dans tous les cas, l'art de la politique, pour ne plus que je sache la politique, la définition, ce qu'on nous a les tous entendre, c'est la gestion des gens de notre vécu, la gestion en fait déjà. Mais vous ne créez pas, c'est-à-dire que les politiques ne créent pas ce qu'ils gèrent. Donc, ils viennent trouver un état de choses, un vécu d'ensemble, et bon, ils se proposent d'envoyer son bon aisselle pour disons vraiment arriver à la satisfaction des besoins fondamentaux de notre existence. Mais au départ, les politiciens ne créent pas. C'est en vertu de cette vérité que finalement, il s'impose de comprendre qu'on ne peut pas laisser en définir la chose de la paix dans la main des politiques. Je ne dis pas qu'il faut exprès, parce que les exigences même de leur métier, par exemple, tout à l'heure je l'ai souligné, on se rend compte qu'entre fautistes, ce qui apparaît comme une solution, une question auquel on ne peut pas trouver de réponse, c'est la chose du pouvoir d'État, la chose de la gouvernance. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes idées, dès l'instant où les idées sont diverses, ça les oblige pratiquement, ils se sentent comme obligés en fait de se regarder, voilà, et de ne pas, ils ne se donnent plus les moyens de se comprendre. Donc, ils ne peuvent plus faire un de ce qu'ils sont. Parce que, puisqu'on a rendu légitime la conquête du pouvoir d'État, alors, on se rend compte que, forcément, que si on décide de comprendre quelqu'un jusqu'au bout, c'est qu'on se fond en lui. Or, si on se fond en lui, on se sent éliminé. C'est comme si on s'empêchait de mener cette quête du pouvoir d'État jusqu'au bout. Donc, on est obligé de nourrir tout ce qui nous permet d'affirmer nos différences, en fait. Et on croit souvent que c'est dans l'affirmation de ce qui est contraire. Voilà. C'est par l'affirmation de notre contradiction, de ce qui nous est contraire, que nous pouvons y arriver. Donc, on va nourrir de façon même qu'on n'a pas besoin de faire souvent, malheureusement, c'est comme ça que c'est ce que l'on peut dire, de nourrir l'idée du contraire, l'idée de la différence. Et on ne se peut mettre des balises dans la promotion de cette différence-là, au point où cette différence-là devient des problèmes. Ça devient des problèmes. On veut la démocratie que l'on cherche, on veut l'appliquer, on dit, on mène un combat de la démocratie, mais au départ, dans l'idée de la différence que nous cultivons, que dans nous leçons le peuple, on a cette difficulté-là à être démocrate, dès le départ. Parce que je dis que la culture désordonnée de la différence amène cela en fait, amène cette incompréhension. Et comme on n'a pas commencé par être démocrate au début, à la fin, on est attiré par l'histoire parce qu'on n'a pas commencé par observer la différence. Et à nourrir tout ce qu'une différence peut avoir de bien. Au contraire, je vais dire que on est allé plutôt dans le chemin des exacerbations de ces différences-là, de façon à brouiller toutes les pistes de compréhension, toutes les pistes de complémentarité. Parce que être complémentaire à quelqu'un qui a un pouvoir, c'est comme si on se donne le moyen, on s'interdit nous-mêmes de le critiquer, parce qu'on a fondé la chose de la démocratie sur la chose de la critique. Donc, vous voyez, ça nous revient, ça nous revient. Et on travaille plutôt à diviser le peuple dans sa compréhension. Et c'est cette division dans la compréhension que le peuple se fait de la chose de la paix qui rend la paix finalement incompréhensible. Au point que, à la place de la paix réelle vient des significations que l'on donne à la chose de la paix, qui ne font qu'exprimer la culture qu'on fait des différences et surtout de la mauvaise culture qu'on fait des différences. Bon, je dis mauvaise parce que finalement, la paix, l'incompréhension de la que nous avons avec quelqu'un nous vivons la chose de la paix,
finit par s'imposer d'elle-même. Ce ne sont pas des jugements de valeur, mais ça finit par s'imposer. Et donc, le sociologue que je suis, je regarde la société, j'étudie la société, je me rends compte que, écoutez, on ne trouve pas de solution de façon aisée, on ne trouve pas, et on se demande finalement, je me demande finalement comment allons-nous faire. Il s'est dit que la recherche continue, comment allons-nous faire. Mais ce sont la chose, la paix, la difficulté, que la paix est un besoin urgent, c'est-à-dire que c'est pas bon de vouloir se dire que, écoutez, je me projette la paix dans 50 ans, parce que d'aujourd'hui à demain, beaucoup de choses peuvent se passer. Les gens ont déjà initié une route, un chemin qui, finalement, dans lequel on voit les choses se détruire. Donc, reporter la paix à demain, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on sacrifie l'existence d'un peuple jusqu'à attendre ce demain-là. Parce qu'en plus, ce demain, il est incertain, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas, ou bien on ne laisse pas comprendre clairement dans l'esprit des Ivoiriens que nous sommes, en fait, que quelque chose est bon, qu'il faille la laisser grandir, en fait. Finalement, on tourne en rond et finalement, on se demande, mais est-ce que vous avez réellement connu, vous voyez, mais pourquoi la paix dont vous êtes héritier ne se fait pas, vous la vivez pas comme, c'est-à-dire que votre idéal de pouvoir n'est pas la mise en exergue de la paix, d'une conscience de la paix que vous avez, mais plutôt plus un pouvoir d'État pour lequel vous courez. Donc, c'est cette petite raison-là qui passerait dans la balance des choses, pèse lourd en fait, et amène des interrogations comme celle que je suis amené en tant que chercheur à voir mon maître se nourrir. Donc, il faut bien, je reconnais qu'il a bien fait de fonder, de mettre en place une institution de recherche de la paix pour nous faire comprendre que ce débat-là, ce travail-là, doit nous préoccuper. Parce que ça devient préoccupant en fait. C'est le plus grand héritage que Foubaï a laissé, son plus grand souhait, nous le savons tous. Mais le conseil de réaliser que c'est l'application, le maintien, la pérennisation de cette paix-là, il a laissé. Et ça ne sert à rien si on se fait mettre de l'histoire. C'est-à-dire que la paix, elle n'est pas une donnée dont on parle comme un fait historique. Il faut me dire alors que parce que si on arrive à parler de la paix comme d'un fait historique, chose qui revient à parler du Foubaï comme un fait historique, c'est que finalement quelque chose ne va pas dans notre compréhension. Parce que les valeurs qu'a défendu Foubaï sont des valeurs immuables. Donc, on ne peut pas en parler comme des éléments de faits historiques pour lesquels on peut tourner. C'est-à-dire, une histoire s'écrit aujourd'hui, et demain, une autre s'écrit. Non. La mission de la paix que Foubaï a instituée, c'était pour assurer, je crois, la pérennité de la chose, de la paix. Parce que la paix, pour dire que la paix ne doit pas s'arrêter, un fait théorique. Alors, parler du Foubaï, le souvenir du Foubaï, je vais en arriver, ne peut pas être englobé alors dans ce concept que nous faisons de l'histoire. En d'autres moments, je l'ai dit, et le gazon me sera donné, où je parle en fait de la réalité de Foubaï comme un contexte donné de l'histoire. J'ai dit que Foubaï est un modèle de l'histoire. Nous avons l'occasion d'aborder ce genre de problème-là. Donc, la paix, nous souvenons ce que Foubaï attend, entre autres, de son existence. C'est qu'elle ne soit pas perçue comme une histoire, comme on le fait pour un fait historique. Non. Donc, ça m'a donné le moyen, disons, cette raison-là, d'orienter la recherche dans la direction du sens que le Foubaï peut souhaiter qu'on accorde à son existence. Et c'est là que la chose de Dieu intervient. Le Dieu que Dieu a appelé comme... Parce que quand vous appelez quelqu'un à être juge de votre conscience, vous êtes obligé d'écouter son point de vue. C'est lui qui s'est fait le juge de votre conscience. Et c'est vous-même qui le sollicitez d'être juge. Parce que la situation que vous faites là met en exergue une certaine confiance que vous avez. La volonté que vous avez, que ce que vous avez dit et fait, soit remise en question. Même pas lui. Ça sentait que lui, il a une vérité intrinsèque, une vérité absolue. Voilà, donc c'est ce regard-là, cet appel de Foubaï, là, qui finalement qui va justifier le besoin que nous avons d'une mythologie
de l'oufoutisme. Parce qu'il faut que l'on comprenne bien, quand je parle de théologie de l'oufoutisme, c'est vrai, il ne faudrait pas qu'on ait l'erreur de se dire que Houphouët-Boigny, il a été catholique, il a été chrétien, il a été catholique, donc toute sa vie, il a milité pour sa confession jusqu'au bout. Effectivement, les traces de ce qu'il a fait dans cette communauté, dans le catholicisme, sont là. La conscience d'une basilique, bon, son attachement à la Vierge Marie, bon. Mais si vous prenez seulement la chose de la Vierge Marie, c'est vrai que l'Église catholique est le pionnier dans ces choses, et on ne peut pas la dépasser. Mais les autres confessions, en tout cas certaines, pas toutes les confessions, progressivement, on se rend compte que, et ça je peux l'affirmer en tant que chercheur, d'autres personnes, même en dehors de l'Église, même si quand ils ont commencé par décrire la chose au nom de certaines lectures qu'ils ont fait des Écritures saintes, en sont arrivés au besoin de faire une expérience. Là, ils ont trouvé les moyens, finalement, au cours de leur histoire, de leur vie. Ils sont entrés dans cette expérience-là qu'ils font de la chose de la Vierge Marie, en fait. Ce qui fait que on ne peut plus négliger cette expérience qu'ils ont de la chose catholique. C'est tout ça qui va justifier que la chose de mythologie, de l'oufoutisme, parce que ce n'est pas nécessairement en tant que catholique. Le pouvoir d'État, les exigences de l'État ne commencent pas par exiger que, ne veulent même pas que la chose de la religion soit introduite. Parce que l'exigence du fait catholique, ce qui fait du Houphouët-Boigny un bon catholique, ne justifie pas toujours le fait qu'il soit un bon président. Ça ne justifie pas. Les deux ne vont pas, à tous les points de vue, c'est difficile de prouver qu'à tous les points de vue, ça marche en fait. Le bon catholique ne fait pas forcément le bon président. Donc, il fallait des valeurs, des façons de voir. Que même si la zone catholique nous permet de saisir, mais je dis qu'il y a des valeurs qui sont intrinsèques à lui-même, mais qui va exprimer en étant à l'intérieur de cette religion catholique en fait. Bon, à la fin, c'est le même catholique qui va sortir, mais ce sont des réalités en fait. C'est dans ces valeurs-là que certainement que Dieu, bon, c'est difficile de prouver que Dieu se ferait absent de ces valeurs en fait. Donc on oublie de prendre l'homme avec tous ces paramètres-là. Il peut essayer de trouver des réponses à chaque question qui se soulève. Donc, vous voyez, pour moi, en tant que chercheur, quand je parle de théologie de l'oufoutisme, bon, je me comprends dans certaines mesures. Je comprends ce que je dois rechercher, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Cette expression de cette conscience de Dieu-là, Dieu est obligé de la partager au peuple. Pour que on sente que si l'Écriture dit que Dieu dit que je te répondrai au jour de ta détresse, alors pour moi qui suis théologien, il n'y a pas de raison que Dieu ne donne pas de réponse en fait au souhait qu'il faut exprimer en faisant de lui le juge de sa conscience. En fait, en réalité, il faut espérer bien, il espère bien que Dieu, par le jugement qu'il fait, qu'il apporte à son existence en fait, va aider les hommes. De ce que finalement, on peut avoir une solution. Ce qui manque à l'homme politique, bon, on peut, à ce qui, disons, aux besoins que l'on, à ce qui manque à l'action politique, on peut trouver, je veux dire, des réponses. On peut fonder des réponses qui viennent de Dieu. Voilà, on peut fonder. Ce qui fait que, pour avoir parlé des besoins de paix, pour avoir pu affirmer sur la scène politique sa foi en son Dieu, jusqu'à l'appeler comme juge de son existence, en fait, juge de sa conscience, on ne peut plus écarter cette donnée-là. On est obligé de l'intégrer. Alors la nécessité d'une compréhension s'impose alors, et la réponse d'une théologie de l'oufoutisme ne peut pas alors être baladée, c'est-à-dire que renvoyée, négligée, omise, interdite, parce que on pense qu'on a
de faits historiques. Vous voyez, voilà. Mais l'histoire, en termes de théologie, j'ai pu le dire avec aisance, l'histoire des hommes ne se construit pas sans le regard de Dieu, en fait. Donc, il y a toujours cette participation de Dieu qui, à la fin, va nous permettre une certaine justification qu'on va donner à l'existence de l'homme. En tout cas, Fouboyant l'a compris. Il revêt la route. Il en a donné le moyen. Et le droit qui devient en fait un devoir pour toute tentative d'approche de ce qu'il a fait. Parce que le peuple le regarde aujourd'hui, bon, au fond il est là, on va dire qu'il est parti, mais il est là, mais le peuple est resté, et la conscience du peuple continue de se poser. Voilà, nous sommes là, que l'interrogation de la chose de la paix se pose encore en question, et on ne trouve pas les réponses. Et on n'a pas le sentiment que, même si on nous dit qu'on avance, on n'a pas on a du mal à trouver des éléments objectifs de cette avancée de la chose de la paix. Finalement, parce que finalement, avec le vécu que nous faisons des choses, il nous est difficile. Il nous est difficile. Voilà, parce que ceux qui parlent de paix ne s'entendent pas. Et par moments, ça frise le mépris des uns pour les autres. Moi, la réponse que j'ai trouvée, non, ils n'ont pas su se quitter. Pour aller de l'avant, ils n'ont pas su se quitter. Et tout est lié à la façon dont ils se sont quittés. Si la chose de la démocratie, le devoir, la position qu'on a de s'exprimer, étant sur de bonnes bases, avait respecté une bonne des choses, dans l'expression de cette réalité, beaucoup de problèmes, ça n'a pas généré des problèmes qu'aujourd'hui nous traînons en fait. Derrière nous, les gens traînent derrière eux. Et comme ça s'est cristallisé comme un fait historique, on est comme obligé de tout reculer. Et l'histoire là, mais ce cas de un problème. À cause de l'histoire qu'on ne peut plus s'entendre en fait. Donc les gens se sont mal quittés. Ils se sont mal quittés dans l'expression de ce qui est on ne peut que les reconnaître comme légitime. Et parce qu'ils se sont mal quittés. Vu que je dis je n'ai mal à vivre. Parce que c'est moi qui se sont mal quittés. Donc ils se sont mal quittés. La possession, le devenu même là, devient problématique en fait. On ne sait plus comment faire pour se réunir. Et l'absence de foi vient caractériser les relations, et puis voilà ce qui en sort. On observe, et c'est nous, en tant que peuple, qui peut le pot casser. Donc, le combat pour la chose de la paix, il faut la faire dire, nous le savons, il faut ramener la liberté dans la paix, en fait. Voilà, il faut ramener la liberté dans la paix. C'est une exigence même de notre hymne national. Ce sont les mots qui font l'idée de notre nation, de notre pays. Et ce sont nos valeurs en tant que peuple qui nous exigent. Parce qu'effectivement, si on a un combat de liberté à mener, on comprend que l'exigence première pour agir de ce combat-là, pour qu'on ne soit pas entaché, pour être en fait refusé refusée ou bien mal comprise. Alors il faut que les choses se fassent dans la paix. C'est pourquoi il dit que finalement c'est la paix qui doit initier tout le sens de la paix que nous apportons, qui doit initier toutes nos actions en fait. Donc la paix n'est pas ce qu'on recherche pour demain, la paix est ce qu'il faut rechercher pour commencer. Donc je veux dire que c'est la paix qui va initier l'histoire. C'est tout ça que je veux dire. Mais quand je dis que c'est la paix qui initie l'histoire, alors j'ai tout à fait le droit de parler de Fouboyant comme un modèle de l'histoire. Qu'il y a une histoire de l'Ivoirien qui se comprend à partir de Fouboyant. Parce qu'il s'est fait l'expression de la paix. Jusqu'à aller faire la différence entre ce qui est paix et ce qui ne l'est pas, alors en le disant, il fonde alors ce que j'appelle un concept, un modèle, une histoire de paix selon le fruit. Je n'arrive nécessairement à parler de la perception foutiste de l'homme et de l'existence, et de la perception de l'existence en général de l'homme, qui va venir alors fonder la chose de la richesse de la paix que nous faisons. Donc, vous voyez, la richesse et l'université au foutisme de richesse, alors trouve le mot de sa propre expression en fait, le mot de sa propre réalité, pour justifier la réalité sa réalité en tant qu'une vérité sur laquelle nous travaillons. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, on s'est compris et que
nous avons vraiment raison de dire que nous recherchons les mots de la paix. C'est ça le truc, nous recherchons les mots de la paix. Alors, nous allons nous arrêter là, et puis pour que nous ayons le moyen de nous retrouver pour poursuivre ce travail passionnant sur la recherche de la paix. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.